Bonjour et bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, des experts et des décideurs de la data et de l'IA nous racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, je reçois Anthony Vouillon. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, tu es directeur du Centre d'excellence intelligence artificielle de Renault. Qu'est-ce que ça signifie, ce rôle pour nos auditeurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien? Alors, ce que je fais au quotidien, alors déjà, à savoir que Renault, ça fait très longtemps que nous faisons de l'intelligence artificielle. On a commencé il y a plus d'une dizaine d'années en faisant de l'IA symbolique, l'IA classique. On a ensuite fait du machine learning. Et puis, en 2023, sous l'impulsion de Luca Di Meo, on a décidé vraiment d'accélérer le déploiement du machine learning chez Renault. Donc notre job à nous, c'est de mettre à disposition et des talents et des briques, des enablers IA qui permettent de déployer de façon robuste, scalable l'IA chez nous. C'est une forme de plateforme, en fait, que tu mets à disposition. Alors, quand tu dis que tu la mets à disposition des gens, c'est quoi? Tu mets à disposition des techs ou plutôt des gens... Justement, il y a vraiment deux types d'enablers. Avant, la GenAI, c'était plutôt mettre à disposition des techs. Et maintenant, avec la GenAI, on a des plateformes qui sont à disposition de tous les salariés. Gros changement de la GenAI. C'est pas un changement, c'est une transformation profonde. Vraiment, tu vois, c'est ce qui s'est passé de façon générale avec la GenAI fin 2023. Vraiment, l'IA est rentrée dans les maisons aussi des décideurs, ce qui fait que ça a changé énormément de choses dans les groupes. Ouais. On a l'impression, vu de l'extérieur, que Renault a pris le virage de l'IA générative assez rapidement. Ouais. Comment tu le mesures, comment tu l'évalues par rapport à d'autres de ton secteur ou même de secteurs qui sont Alors moi, Renault. J'échange beaucoup avec des boîtes du CAC 40 et oui, je pense que Renault a pris le virage très très tôt. On a mis à disposition très rapidement des internes. Des outils de LLM qui étaient sécurisés. Et puis, ensuite, on a évolué vers mettre à disposition des plateformes qui permettaient à tout à chacun de faire des assistants pour améliorer sa productivité perso. Donc, aujourd'hui, on a 50 000 personnes qui sont formées à l'IA générative chez Renault. C'est énorme, ouais. C'est vraiment énorme. Et puis, on a un peu plus de 20 000 personnes qui utilisent de façon quotidienne l'IA dans tous les secteurs, l'IA générative. Donc, tu as des techs, évidemment, avec tout ce qui est le gen coding, évidemment. Le gen coding, c'est le vibe coding, c'est ça? C'est un mot? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vibe coding ou tout ce qui est, en gros, aide au codage. Et ça, c'est codage. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Enfin, maintenant, t'es passé de l'aide au codage vraiment au codage, quoi. C'est vraiment... Là, c'est pareil, il y a une transformation assez importante qui est arrivée. Tous les développeurs chez vous, ils utilisent des outils d'IA pour coder? Aujourd'hui, je crois, les dernières enquêtes, on était aux alentours de 75% de nos développeurs qui utilisent l'IA. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des équipes de dev où il y a pas mal de résistance aussi parce que voilà, en fait c'est juste un nouvel outil qu'il faut apprendre à utiliser. Et surtout peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais quand tu parles gen coding, d'un déploiement de l'IA dans une boîte, il y a la partie tech évidemment, mais c'est la partie conduite du changement qui est hyper importante. Là, pour la partie dev, pour justement pas avoir cette résistance par rapport à utiliser ces outils-là, on a mis en place des communautés avec des champions. Ces champions montrent comment ils gagnent du temps avec ces outils-là. Donc ça peut être, c'est pas que le code pur. Hein. Tu as évidemment tout ce qui est documentation, tu as tout ce qui est test, tu as tout ce qui est aussi identification de bugs dans un code. Ça tu gagnes un temps énorme. Nous, maintenant, on est aussi full cloud quasiment. Donc, tout ce qui était move to cloud, avant, ça prenait un temps infini. Et c'est vrai qu'avec le gen coding, là, tu as une productivité qui est énorme. Tu veux dire que tu fais des migrations d'applications c'est ça, ouais. Et c'est quoi les gains que tu arrives à avoir? Là, on est autant sur le reste, sur le coding, on est plutôt, quand tu prends la totalité, quand on est entre 12 et 15%, autant sur la partie migration, tu es entre 75 et 80%. 75% de gains par rapport à avant l'IA. Donc là, ça veut dire que tu peux réduire
on réduit les temps. Nous, ce que nous a demandé Luca Di Meo, ce que maintenant nous demande François Provost, c'est l'IA, on l'utilise pour quoi ? On l'utilise pour diminuer le time to market. Aujourd'hui, on a des concurrents qui produisent très très vite. Donc nous, notre job, c'est de diminuer le time to market, c'est d'améliorer la qualité, que ce soit la qualité du code ou la qualité de nos produits automobiles, et puis de proposer plus de produits qu'avant, plus de services, plus de produits. Donc c'est vraiment ça notre job aujourd'hui. Canon. Alors on va sortir un peu du développement assisté par l'IA pour rentrer sur un autre sujet qui est, sur le sujet sur lequel on va passer du temps là pendant cet épisode, sur cet épisode, c'est les agents. Ouais. Les agents en tant que tels. Alors déjà la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un agent ? Pour toi, chacun a un peu sa définition. On sait qu'il y a que c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que c'est qu'un agent pour toi ? Oui, c'est pas simple et on a effectivement on s'est réunis plusieurs fois pour bien déterminer ce que c'était, mais en gros on a deux grandes familles. On a des assistants. Les assistants, c'est de façon générale, c'est plutôt de l'IA avec lequel tu interagis, soit par la voix, soit en écrivant. Et puis tu as des agents et les agents, eux, peuvent interagir seuls dans un process. Ah oui, donc ils peuvent être déclenchés par un autre agent ou par un orchestrateur. D'accord. C'est ça, pour nous, la grosse différence. Ouais. Et tu vas avoir... En gros, ce qu'on dit, c'est qu'un assistant assiste et un agent agit. Donc, c'est vraiment Oui, en fait, tu as ce côté agissant, c'est ça, de l'agent. L'agent devient une entité agissante qui est capable de déclencher des actions. C'est ça ? C'est ça. Tu peux avoir... le trigger n'est pas forcément un trigger humain. C'est ça la grosse différence, quoi. Et ça, là, tu passes dans un autre monde. Ouais, bien sûr. Réellement, tu es sur des agents, tu passes vraiment dans un autre monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'agents, mais la réalité, c'est que c'est plutôt des assistants aujourd'hui qui peut, et puis à raison, parce que tu vois, c'est encore... On n'a pas des taux de fiabilité qui sont de 100%. Donc, c'est compliqué de dire tout mon process, là, je vais l'orchestrer, je vais faire un plan d'exécution dynamique, les agents vont s'entendre entre eux et je vais avoir mon résultat. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est à l'essai, quoi. Pourquoi on n'a pas la perf ? Parce qu'en fait, quand tu regardes les derniers modèles qui sortent, les benchmarks et tout ça, on a l'impression qu'on progresse à chaque fois. Donc on se dit, c'est peut-être pas si compliqué que ça de faire un agent qui a le niveau de perf attendu. Oui, tu progresses, mais tu es toujours aux alentours de 85% de performance. Donc 85%, aller chercher les 15% qui manquent, tu vois, surtout dans le monde automobile. Nous, on était habitués à avoir... des perfs de 99, 999, tu vois. C'était vraiment encore... Oui, quand il faut faire un outil d'intelligence artificielle qui détecte les obstacles et qui freine pour éviter que la voiture se prenne l'obstacle, tu es obligé d'avoir un très haut niveau. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tout ce qui est ADAS, les aides à la conduite, par exemple, c'est sûr que tu ne vas pas le faire avec de l'agentique et des LLM aujourd'hui. C'est évident, quoi. Et projection comme ça, tu penses qu'un jour, on l'aura ? Je suis incapable de te donner une projection. Tu as Yann Lequin, lui, dit que, tu vois... c'est pas l'outil qui pourra faire ça. Yann Lequin, ce qu'il veut, c'est intégrer le sens commun à l'intérieur de l'IA. Tandis que là, c'est de la statistique. Même si tu arrives à avoir les nouveaux modèles qui sont incroyablement étonnants et performants, ça reste des stats, quoi. Ça reste des stats. Tu as un mot et tu vas dire a priori quel sera le mot suivant. Donc voilà, c'est statistique. C'est pas... Donc aujourd'hui, si je reviens toujours sur les agents, vous les construisez en interne, ces agents, ou alors il y a un équilibre entre du make ou du buy. Comment vous gérez cette problématique-là ? Alors déjà, le truc, c'est que on a énormément de partenaires. Tu vois, on a 2 gros partenaires, nous, que sont Google et Microsoft. Mais à côté de ça, tu vas avoir des plateformes Salesforce pour le client, tu vas avoir Workday pour les RH, tu vas avoir... Donc, ce qui est compliqué, c'est que toutes ces plateformes-là, elles arrivent déjà avec leurs agents qui sont des agents spécialisés. Et toi, ton job, pour créer de la valeur, tu vas devoir avoir
générer des process qui sont horizontaux. Donc, faire parler un agent de Salesforce avec un agent que toi-même tu as fait sur Google, par exemple, ou sur Microsoft, et un agent de Workday. Ouais. C'est ça la complexité. C'est vraiment, et pour répondre à ta question, oui, certaines fois, quand tu es hyper spécifique, c'est toi qui vas faire l'agent. Une autre fois, tu vas acheter cet agent tout fait. Mais ce qu'il faut que tu gardes absolument, c'est cette compréhension de l'orchestration et comment tu vas faire en sorte que ton plan d'exécution, qui en fonction de la tâche que tu as donnée, doit répondre à cette tâche-là avec un niveau de performance élevé. Comment tu fais pour orchestrer tout ça, quoi. Ouais. Mais du coup, cet agent, quand tu dois échanger avec un agent de type Salesforce ou Workday, il y a des protocoles. Enfin, j'imagine que ces outils-là ont des tools MCP ou des équivalents. Alors, le premier niveau, on va dire, c'est effectivement les serveurs MCP. Tu vois. Là, et encore, enfin, en tout cas chez Renault, tout ce qui est serveur MCP, on ne l'a pas encore déployé de façon opérationnelle. Mm-hmm. Et puis après, demain, tu auras un autre protocole, c'est Agent to Agent, qui va arriver, où là, directement, en gros, il y en a un qui parle plutôt dans les couches basses et aller taper dans la data, et l'autre qui permet quasiment de façon native à deux agents de se parler, de se parler entre eux, quoi. Alors justement, protocole Agent to Agent, on en a beaucoup parlé quand il est sorti. C'était et moins maintenant. Au printemps 2025. On en parle un peu moins. Vous avez testé des choses ou pas avec Agent to Agent ? Aujourd'hui, on est vraiment, nous, on travaille sur cette partie orchestration, je te disais, où on veut vraiment garder la main. On est sur ADK. Et on utilise... ADK, donc Agent Development Kit, c'est ça? Exactement, c'est ça, le produit le framework de Google. Et aujourd'hui, on n'utilise pas encore le protocole Agent to Agent. On a un orchestrateur qui est en gros une sorte de LLM super intelligent et qui connaît tous les agents qu'il a à disposition. Et en fonction de la tâche que tu lui donnes, il va aller attaquer tel ou tel agent. Et puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un agent que tu as construit justement avec, tel que tu le décris là, avec cet agent orchestrateur et puis cette orchestration? Là, par exemple, donc en mi-novembre, on a sorti, on a équipé notre site web d'un agent intelligent. Et cet agent-là, en fait, c'est un orchestrateur. Et cet orchestrateur, suivant si la personne qui va sur notre site pose des questions sur une configuration, par exemple, de véhicule, il va aller attaquer un agent qui s'appelle configurateur. Mm-hmm. Donc, cet agent configurateur, il est lié directement avec une API chez nous qui permet de savoir que, par exemple, la 4L avec toit ouvrant verte et une super radio existe. Parce que toutes les combinaisons n'existent pas et tu as des milliards de combinaisons. Donc ça, c'est un agent configurateur un agent qui répond à la question en fonction des caractéristiques du client. Je te dis oui ou non, ça existe. Exactement, oui ou non. Et cet agent-là, il est capable aussi de te montrer la voiture que tu... Visuellement. En générant l'image ou en allant la chercher C'est une image qui est déjà générée, catalogue, mais voilà, il est capable de te la présenter avec les options que tu lui as demandé. Et puis, si tu veux, par exemple, avoir des informations, je ne sais pas, on a un protocole maintenant qui s'appelle le V2G qui permet, quand tu charges ta batterie chez toi, par exemple, en fonction des heures creuses, heures pleines ou des besoins du réseau, on peut inverser et c'est ta batterie qui va aller nourrir le réseau électrique, par exemple. D'accord. Donc ça, quelqu'un qui veut acheter un nouveau véhicule, ne sait pas exactement comment ça fonctionne, donc il peut aussi poser ce type de questions sur notre site. Et là, c'est vraiment, tu as un agent knowledge sur l'ensemble de ce type d'infos c'est un agent RAG, mais très puissant, qui permettra de répondre à la question. Donc, tu as déjà, tu vois, un orchestrateur qui, en fonction du type de question, va plutôt aller sur l'agent configurateur ou plutôt aller sur l'agent knowledge. Après, tu as un agent marketing aussi derrière, suivant ce que Renault veut pousser, mettre en avant de nos véhicules. Eh bien, c'est un troisième agent qui, toujours pareil, en fonction de la question, tirera sur un des trois agents. Et l'orchestrateur, lui, va faire la synthèse et te proposer le résultat. D'accord. Et donc un agent orchestrateur et puis 3 sous-agents derrière. Ouais. Comment vous faites pour le tester,
cet agent avant de le mettre en prod? Alors ça, c'est vraiment une des difficultés des LLM. Donc, tu as le truc classique, tu vas faire une vérité terrain. Donc, c'est à dire d'experts. Hein. Donc, tu as des questions, tu vois avec les experts, tu fais les réponses. Et puis, après, tu regardes si ton LLM redonne bien la même réponse. Donc, tu construis ton corpus. En fait, tu te construis ton corpus de tests. Tu construis ton corpus de tests. Des questions et des réponses attendues. Ouais, c'est ça. Et après, là, tu as plein de techniques, mais toutes les techniques, autant, tu vois, côté machine learning, tu avais des métriques, tu prenais l'accuracy. L'accuracy, c'était carré. Voilà, ou le F1, ou F1 score, ou ce que tu veux. Tandis que là, ça va être quand même des choses, on utilise beaucoup de métriques type RAGAS, on utilise des LLM as a judge, mais LLM as a judge, c'est en gros, tu demandes à un autre LLM de dire, est-ce que la réponse elle est proche de la réponse qui avait été donnée par l'expert. Mais ça reste quelque chose de proche. Tu ne sais pas si c'est exactement comme ça, si en fait, le fait qu'il ait rajouté un mot en plus, c'est gênant ou pas. Donc, voilà. Je pense que le niveau des outils de mesure de la performance aujourd'hui te permettent d'établir une tendance. Tu vas dire, entre ce que j'ai fait hier et ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, j'ai amélioré mon prompt, je vois que la tendance est plutôt bonne. J'ai plutôt amélioré. C'est ça. Et après, ou plutôt détérioré. Ça permet de voir si ton modèle drift en fonction d'une modification que tu as pu faire. Mais c'est vraiment loin d'être une métrique à 100%. Et du coup, tu es obligé d'avoir recours au test manuel à chaque fois, en fait. C'est ça, test manuel, ou après, suivant, tu vois, s'il n'y a pas un enjeu qui est énorme, tu peux aussi te dire, tu vas voir si les gens qui utilisaient ton outil semblent toujours l'utiliser autant, ou au contraire, ça commence à descendre. Donc là, tu as de l'observabilité derrière, tu regardes ce qui se passe. Ouais, mais attends, ton observabilité, il faut quand même qu'à un moment donné, tu aies quelqu'un qui dise si la réponse est correcte ou pas. Oui. Et ça, tu confies à l'utilisateur en prod, ou alors, ou si tu n'es pas encore en prod, tu le confies à des experts. C'est exactement, c'est ça. Mais ça reste effectivement le point dur et le point très compliqué. Il y a quelques boîtes en France qui se spécialisent sur ce sujet-là, mais c'est un sujet compliqué. Et LLM as a judge, tu as vu des avancées un peu sur la maîtrise que ça fait. En fait, on en a parlé assez tôt, en fait, du LLM as a judge, et on est souvent confronté à ces sujets-là, de dire, en fait, c'est pas non plus idéal parce que la tâche est difficile. Est-ce qu'il y a des techniques un peu nouvelles qui sont arrivées spécifiquement dans le LLM as a judge ? Je pense que tu as effectivement le fait que tu puisses mettre de plus en plus de tokens en entrée de ton LLM fait que bientôt tu pourras mettre quasiment tout ton corpus en entrée et directement avoir une évaluation de la qualité des réponses. Et même si ça te coûte cher, mais que tu le fais une fois par semaine, une fois par mois, c'est pas très très grave, quoi. Parce que autrement, il y a un truc que je comprends pas du coup. Aujourd'hui, tu ne le ferais pas parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir une grande fenêtre de contexte ? Aujourd'hui, je le fais pas parce que si je mets je le fais pas en tout cas en run, parce que si j'utilise toute ma fenêtre de contexte, ça va me coûter un bras. C'est bien cher, ouais. Voilà. Donc ça, je peux pas le faire. Par contre, pour tester et pour après regarder vraiment la performance, c'est une des pistes possibles. Après, je dis même toutes les dernières versions, on sait que la Gemini, par exemple, la dernière version, la V3, est vraiment, paraît extrêmement puissante. Alors je précise quand même qu'on a enregistré au moment de la sortie de Gemini V3, donc on a commencé les tests, donc il s'est passé, peut-être qu'il y a eu des évolutions. Mais on reste encore, il y a quand même un pourcentage d'hallucination de toute façon. Donc c'est en fait, dès que tu es dans quelque chose où tu as vraiment une réponse qui est extrêmement précise à donner, là ça devient compliqué, quoi. C'est pour ça que finalement un comparateur, s'il se trompe, c'est pas si grave, c'est ça. Et du coup, on revient sur ce que tu disais sur les applications critiques. C'est ça. Tu mettras peut-être pas trop du. Ouais. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, je ferai pas freiner ma voiture en freinage d'urgence avec un orchestrateur et des agents derrière. Ouais. L'autre question qu'on peut se poser là-dedans sur cet agent B2C, c'est l'interface purement conversationnelle et donc avec des contenus qui ne sont pas forcément riches. Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait bien, idéalement, si moi je cherche une voiture, je vais dire, je voudrais une voiture pour mettre mes 4 enfants, mon chien et je sais pas quoi. Et puis derrière, il m'en propose plusieurs, mais j'ai des tuiles un peu riches
tu vois, sur lequel je peux cliquer, et puis en fait, après, j'ai, je sais pas moi, la tuile se retourne, et j'ai les caractéristiques des voitures, tu vois, et puis éventuellement, je peux poser des questions derrière, ah, bah tiens, la voiture numéro 2, machin, etc. Aujourd'hui, le résultat du chat, c'est juste du texte. Je te propose d'aller voir notre site, tu vas voir, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est quand tu dis j'ai 4 enfants, je suis plutôt écolo, je fais 200 km tous les week-ends par exemple, eh bien là tu vas avoir, il va te proposer un véhicule, et ce véhicule-là, tu auras une tuile ou 2 tuiles s'il y a 2 véhicules qui peuvent... Et quand tu vas cliquer sur la tuile, tu vas déjà avoir, si tu as dit que tu aimais bien les toits ouvrants en plus, tu vois, sur les 2 tuiles, tu auras ton véhicule avec les toits ouvrants, mais tu pourras aller plus loin sur la tuile. Donc c'est vraiment la réponse. Plus tu peux avoir des films, des vidéos, plus des agents intelligents, si tu veux, enfin en tout cas des fonctionnalités intelligentes qui te permettent d'aller plus loin. Dernière question, qu'est-ce qui était le plus dur pour réussir ce projet ? Ce qui était le plus dur, c'est que sur ce projet et sur les autres projets, tu as évidemment la partie technique, il y a toute les guardrails, comment tu fais en sorte que tu sois très sécure dans ce que tu vas délivrer, surtout si c'est du B2C. Mais un truc qui est vraiment incroyable, c'est que en fait tout ce qui est LLM et GenAI, c'est un exhausteur de mauvaise qualité de data. Et là, d'un coup, tu vois toutes les datas que tu avais mis sous le tapis, que tu avais un peu cachées, machin, tout remonte comme ça, et tu dois gérer la qualité de cette donnée-là. Autrement, tu vas avoir une performance qui va être extrêmement mauvaise à la fin, non pas parce que techniquement, tu as fait une erreur, mais parce que, en fait, tu as donné à manger à ton système des données qui étaient de mauvaise qualité. Et là, sur le projet, vous avez eu ce problème-là ? Ouais, on a eu ce problème-là, mais on a eu ce problème-là. Par exemple, tu vois, à des moments, tu vas, quand tu réponds à une question, je sais pas, quelqu'un dit mais comment je gonfle, si je crève, comment je fais pour m'en sortir, machin, tout ça. Et bien là, tu as des vidéos. On a des vidéos sur YouTube sur comment tu répares un pneu. Le problème, c'est que si ta vidéo, elle a le mauvais titre, la mauvaise description, tu vas pas la ramener, alors que tu aurais dû la ramener pour cette question-là. Donc ça a fait reprendre énormément de données côté marketing, et pour réussir à avoir de la performance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces vidéos-là, elles ne sont pas utilisées que dans notre projet, elles sont utilisées ailleurs. Donc en fait, ce gain de qualité... que toute l'entreprise en profite. Ouais, et ça, c'est ça. Mais ça va remettre, alors, tu vois, en goût du jour, des vieux jobs sur le knowledge management qui avaient disparu. Tu vois, on disait c'était nul, mais en fait, oui, exactement. c'est essentiel. Et puis, mais du coup, les jobs sont pas des jobs marrants, et 2, il n'y a pas d'outils aujourd'hui. Non, il y a peu d'outils pour le faire, et ça, je te dis, c'est hyper chronophage et c'est hyper manuel, non ? C'est ça ? Oui, et surtout, tu vois, moi on me demande de travailler à quels seront les nouveaux profils, les profils de demain pour faire de l'IA. Et ça, je te dis, toute cette partie knowledge management, équipé effectivement d'outils. Là, on est en train de mettre en place une brique qu'on appelle Data Quality Checker, par exemple. Cette brique-là, elle doit, quand tu lui donnes un corpus de données, elle doit regarder si est-ce que tu n'aurais pas 2 fois une info qui est un peu similaire, mais pas tout à fait pareille, etc. Tu vois, plein de choses comme ça. Elle doit aider la personne qui va être responsable de ce corpus à dire là il faut que tu ailles creuser ici parce qu'on voit que la donnée elle est pas bonne là. Et ça c'est vraiment c'est encore, on est au balbutiement, de ce truc-là. Ouais. Merci Anthony pour toutes ces infos. On arrive à la fin de notre podcast. C'était vraiment passionnant, hyper intéressant. On a appris plein de choses sur la construction des agents et cette ouverture sur le sujet knowledge management. On aurait pu en parler plus longtemps, mais peut-être à l'occasion d'un autre épisode. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez sur Morning Data Chat. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.